Allô? Ah, il y a le son là, c'est bon? C'est bon là, non? J'ai pas de... Oui. Ah, parfait. Désolé pour ce retard. Je suis sur un réseau un peu incongru parce que je crois que notre cher DSI a réinitialisé tout Internet et du coup, l'accès d'OBS vers Twitch ne marche pas sur notre réseau interne. Du coup, des histoires d'informatique. Eh bien, bonne année. Bonsoir à tous. Bienvenue en 2024. Et je m'excuse de mon état, je suis malade. Du coup, s'il y a reniflement, si je me couche pour me moucher ou autre, je m'excuse d'avance. C'est les aléas avec cette température. Du coup, voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, tout s'est bien passé, qu'on attaque 2024 avec, oui, bonne santé du coup, merci. J'ai juste fait le malin avec cette température en rentrant du sport les cheveux mouillés, ça m'a été fatal. Du coup, on va commencer les nouveautés. D'abord, peut-être petite news de 2024, c'est l'arrivée de l'animé de Demon Slave sur ADN. Alors pour le coup, je n'ai pas encore regardé. Il y a qu'un seul épisode normalement, ou peut-être qu'il y a le deuxième qui est sorti maintenant. Je ne sais pas si certains l'ont vu dans le chat et ce qu'ils nous ont pensé, si ça respecte bien le manga. Donc il y a le deuxième aujourd'hui, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Et du coup, c'est un peu la news pour commencer l'année. On a plusieurs nouveautés, dont une nouvelle série aujourd'hui. Et, et on a quelques annonces, une grosse annonce, et oui, c'est bon, deux bonnes annonces pour la fin. Évidemment, n'oubliez pas qu'il y aura le Cure Game où on vous fait gagner 5 mangas. Il faut bien évidemment suivre la chaîne Twitch pour pouvoir répondre. On va vous poser une question dans le chat. Enfin, je vais vous poser une question à l'oral et il faudra répondre dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et on tirera quelqu'un au sort ce soir ou demain matin. Et on vous contactera par chuchotement. Donc, faites bien attention à vos messages privés sur Twitch. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça rame, du coup, vu que je ne suis pas sur le réseau de d'habitude. On commence par la première nouveauté. Ah non, attendez. D'abord, on va faire le petit thumbnail pour notre chère CM pour qu'elle puisse faire une photo pour les internets. Je me recoiffe. Attention. Et on va faire avec la nouveauté. Je sais pas si il n'y a pas trop de reflets. S'il y a un peu de reflets. Voilà, tu te serviras dans tout ça. Alors, bah, ça va avec le crâne. Du coup, la première nouveauté, c'est Mayomiro.
tome 18. Sur ma numéro, on va rester un peu classique. Et ben, je me suis fait avoir. Parce que d'habitude, on lit la C4 sur ma numéro. Ma numéro, je ne suis pas du tout à jour. Et que ça, moi, ça m'arrange bien. D'habitude, parce que comme ça, je me spoil pas trop. Et là, et aussi, c'est une politique qu'on a adoptée pour ma numéro, comme c'est un thriller. Et on s'est dit que si on faisait trop un résumé, ça spoilerait trop l'intrigue. À savoir que le film sort au Japon le 8 mars, et à savoir que toutes les nouveautés qu'on va présenter sortent aujourd'hui, et tout ce dont on va parler, sauf les annonces évidemment, sont disponibles aujourd'hui. Du coup, d'habitude, on lit la quatrième de couverture, donc ce qui est au dos, et là, la seule quatrième de couverture que j'ai pas regardé avant, évidemment, comme j'étais extrêmement prêt pour là-dessus, mais c'est 7 ans après. Voilà, du coup, c'est rapide et concis pour ceux qui. Pour ceux qui connaissent pas Maomiro, c'est un polar où on suit un père de famille qui, je crois, bosse pour une. Alors, faut que je me rappelle, qui bosse pour une usine de jouets. Il est vraiment gaga de sa fille, et à un moment, il va se retrouver à déjeuner avec sa fille, et sa fille porte un masque, comme les masques qu'on avait pour le Covid, des lunettes de soleil, et il aperçoit qu'elle a un bleu un peu sur le visage, et il est là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Bref, il fait une enquête. Il se prend un peu. Il est fan je crois, de séries policières justement, donc il se prend il se fait un film en essayant de se faire une enquête. Il dit c'est sûrement son nouveau petit copain. Il prend en filature son nouveau petit copain, et il se rend compte que le mec est un peu affilié à des yakuza, et à un moment, il y a un enchaînement de choses qui fait qu'il se retrouve dans l'appartement de sa fille. Il y a le nouveau petit copain qui est là, et ça commence un peu à se fighter. Et résultat, c'est dans le chapitre 1. Hein. Résultat des courses, il se retrouve à tuer le petit copain. Et c'est un peu le pitch de départ de Maomiro, qui est ce père de famille qui était dans une usine de fabrication de jouets, et qui se retrouve à être dans une série policière un peu déjantée. Un événement du premier épisode va ressurgir 7 ans après. Donc voilà, pour Maomiro, on va vous montrer quelques petites planches du manga. Toujours très. Maomiro, alors je vous dis, je suis pas à jour, mais c'est une très bonne lecture pour les fans de polar. Donc, recommandé par Morita Sensei, qui est l'auteur de Arsène Lupin chez nous. C'est un grand fan de Maomiro. Pardon pour les reniflements. Hein, il est fort possible que je me mouche bientôt. Et eh bien, merci, professeur XB. J'espère que la bague sera de ton goût. Et Maxime Chatham. Oui, et recommandé par Maxime Chatham. Alors attendez, je vais faire un truc. Est-ce que je peux me mute? Je me mute, je me mouche, je reviens. Et voilà, désolé. En plus, j'ai pas du tout pris la bonne cam, c'était vraiment un fail. Du coup, la deuxième nouveauté de cette rentrée, c'est... en plus, oui, c'est ça, dans 2 mois. C'est Solitaire, édition perfecte, tome 5. J'étais pardonné mes pensées parce qu'on a le dernier tome de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist qui arrivera en mars normalement. Du coup, avec Death the Kid en couverture. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 5 ? Donc, tome 5 qui se déroule juste après la libération d'Asura, le grand dévoreur. Les Death Sites se rassemblent et joignent leurs forces pour faire face à ce nouvel ennemi. Comme si cela ne suffisait pas, Stein semble plonger de plus en plus vers la folie, et nos élèves se retrouvent impliqués dans une mission des plus périlleuses. Au programme, Golem et Renaissance de la mère des armes démoniaques, l'hérétique sorcière Arachné. Voilà. Pour ce petit tome de Solitaire, je profite quand même pour vous montrer l'édition perfecte, qui est quand même une très belle édition, hein, avec Death the Kid, pardon. Hop, et les petites... Moi j'aime bien le petit fond avec les petites têtes de mort. Toujours. Voilà, donc c'est une édition retravaillée, plus grand format. Il y a, voilà, le papier est plus joli.
papier un peu glacé. Il y a des illustrations couleurs en plus dans le tome. Et ouais, je pense qu'il y a aussi des petites. Normalement, il doit y avoir des petits retravails de traduction. Mm. Et voilà. Et voilà pour la deuxième nouveauté du mois de janvier. On démarre un peu doucement, hein. Comme j'ai dit, je suis un peu malade, je vais aller à mon rythme. Je vais quand même essayer de me dépêcher vu qu'on a commencé en retard. La troisième nouveauté, mais qui est d'ailleurs le dernier tome de cette série, c'est Pokémon Épée et Bouclier, tome 7. Donc c'est le dernier tome, ça y est, l'histoire s'arrêtera là. La date de sortie pour le tome de One Punch Man. C'est pas pour là, hein, c'est pas, on n'a pas encore. Tout dépend aussi de Murata Sensei, mais je je pourrais pas m'avancer pour la date. Je suis désolé. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier tome? On va essayer de pas trop spoiler, mais donc à la fin du tome 6, Épée a récupéré le bouclier rouillé et se retrouve à Couronnège. Il tombe par hasard sur Travis qui le ramène à sa base. Dans ce septième et dernier tome de l'arc, il part en quête de l'épée rouillée afin de pouvoir combattre Eternatus. Les deux rivaux partent ainsi à la recherche du Seigneur des Récoltes, un Pokémon mystérieux qui leur a promis de l'aide contre un service. Pendant ce temps, Bouclier éprouve des difficultés à rejoindre Épée quand elle voit débarquer une aide providentielle. Du coup, je me répète, hein, mes derniers tomes de la série. Enfin, pour Épée et Bouclier, hein, évidemment. Donc, voilà. Pokémon Épée, Bouclier, le dernier tome, avec nos deux Pokémon légendaires. Planche très sympa. Et voilà pour le dernier tome de Pokémon Épée Bouclier, tome 7. Maintenant, on passe au tome 4 de Senseiya Darkwing. Là, on reprend directement, dans ce tome 4, on reprend directement là où on s'est quitté. C'était l'affrontement entre Eito et Soichiro. J'ai toujours du mal. Soichiro, j'ai un peu du mal à le prononcer, mais du coup, Eito, qu'il connaissait déjà de quand il était gamin, parce qu'il s'était affronté, je crois que c'était lors d'un tournoi de karaté. Donc, respectivement, Soichiro et Eito, respectivement, le spectre de la Wyvern d'Hadès et le chevalier d'or du Capricorne. Leur destin est lié, donc comme je disais, ils sont rivaux depuis des années parce qu'ils sont, depuis leur affrontement lors d'un match de karaté. J'ai mis un point d'interrogation parce que je crois que c'était du karaté. Mais en fait, Soichiro était en train de perdre son match et c'est parce que Eito était très fort et il s'est un peu laissé envahir par une fureur intérieure qui expliquerait pourquoi il se retrouve à être un des trois juges, donc le spectre de la Wyvern, les trois spectres, et donc le spectre de la Wyvern d'Hadès, et il a un peu fait un black hat et il a massacré Eito quand ils étaient enfants à ce tournoi de karaté. Et donc, ce qui a créé, on va dire, une rancœur chez Eito qu'il a gardé toutes ces années. Et là, il se retrouve lors de cet affrontement spectre de la Wyvern contre Chevalier d'or du Capricorne. Et donc, ils s'affrontent dans un combat sans merci pour régler donc, les comptes du passé. Quelle sera l'issue du duel sanglant entre Wyvern contre Capricorne? De son côté, le faux dieu Demiurgos met son plan à exécution. Petit à petit, l'obscurité menace d'engloutir le lycée Grade. C'était un tome très sympa. Moi, j'aime bien Senseiya Darkwing. J'aime bien qu'on puisse voir un peu l'autre côté. Bon, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Senseiya, mais c'est bien de voir le côté d'Hadès. Et bon, il y a une tentative de renouveau par rapport aux autres œuvres. Moi, je trouve ça assez sympa. Je vais vous montrer quelques planches. J'ai oublié de me mettre des post-it pour celui-là. Du coup, ça sera un peu à l'arrache. Je vais trouver ce que je trouve beau sans trop spoiler.
Voilà, un petit combat épique entre le spectre de la Wyvern et le chevalier d'or de Capricorne. Et on finira là-dessus. Eito, enfin quand il se fait battre, et Eito maintenant. Petit changement radical de personnalité. Je sais pas, est-ce que tout se passe bien? Il n'y a pas de lenteur ou autre chose? Comme soit vous m'écoutez très sagement, soit je ne sais pas si ou alors c'est juste qu'il y a peut-être du nickel, parfait. Ah, alors moi c'était un tome que j'ai. Après, moi, je suis un gros fan de la série, tout confondu, tout spin-off et tout. On passe au 3e tome de Goblin Slayer Daikatana, tome 3. Il faut savoir Goblin Slayer Daikatana qui est un des spin-offs, des nombreux spin-offs de la série Goblin Slayer, parce qu'on a Goblin Slayer Brand New Day qui est une série en 2 tomes. Goblin Slayer Year One, je crois qu'on est à 10 tomes là maintenant, qui est toujours en cours. Brand New Day est fini, c'est juste 2 tomes qui parle de ce qui s'est passé, enfin du début du Goblin Slayer 5 ans avant les récits de l'histoire principale de Goblin Slayer, et Goblin Slayer Daikatana, qui suit principalement, à la base, c'est l'histoire de la Vierge à l'épée qu'on retrouve dans l'œuvre principale. Donc c'est une dizaine d'années avant, où on a donc on voit ce jeune, et on garde, donc c'est un peu difficile de parler des personnages parce qu'on garde le même principe, de ne pas avoir de nom, et surtout on parle de classe et de hiérarchie, parce qu'il l'appelle chef beaucoup dans ce tome, parce que c'est le chef du groupe qui explore le donjon de la mort. Et moi j'ai trouvé ça super sympa parce que ça me fait penser grave à vraiment du jeu de rôle en ce moment. Du coup, je vous parle un peu je fais un petit résumé de ce tome 3. Donc notre groupe, on s'était quitté à la fin, il y avait c'était ressorti du donjon, ils étaient à l'auberge, et il y a deux fillettes, si je me souviens bien, qui sont venues, qui criaient à l'aide dans l'auberge, qui demandaient de l'aide à tous les aventuriers présents. Et on s'était arrêté là-dessus dans le tome 2. Donc notre groupe d'aventuriers répond à l'appel à l'aide des 2 jeunes filles qui sont entrées dans l'auberge en sollicitant tout le monde. Il se trouve qu'elles font partie d'un groupe d'orphelines qui se sont lancées, je crois qu'elles sont un groupe de 6 filles qui se sont lancées dans l'aventure de devenir aventurier. C'est un peu bizarre comme formulation. Et donc sont rentrées dans le donjon de la mort. Et durant leur exploration, elles entendent une grosse explosion. Elles se tombent sur un groupe qui, en gros, s'est fait un peu massacrer par un piège. Et ils ont déclenché un piège en tentant d'ouvrir un coffre. Il faut savoir que dans les jeux de rôle, l'avarice, c'est un peu le pire ennemi des joueurs. Souvent, on ne réfléchit pas trop, il nous arrive des choses. Et donc, le groupe de jeunes orphelines va donc décider de rester avec eux, leur procurer les premiers soins, et de mettre une barrière de protection pour protéger ce groupe qui est dans un mauvais état. Et elles envoient donc 2 de leurs membres chercher de l'aide à l'auberge. Donc du coup, ce sont les 2 jeunes filles qu'on retrouve au début du tome et qu'on avait à la fin du tome 2. Et du coup, ce tome devient une sorte de mission de sauvetage. Et évidemment, vu que le chef du groupe que l'on suit, le samouraï, est plein de vertus, ils décident d'accepter. Et, ils vont aller sauver ce groupe. Et c'est toujours très agréable, tous ces combats tactiques, tous ces petits codes du jeu de rôle, et surtout, il y a beaucoup d'humour dans ce tome. En fait, j'ai vraiment eu l'impression, entre certains personnages, notamment entre le chef du groupe et l'autre guerrière, qui a un problème avec les slimes, il y avait une espèce de va-et-vient, de répartie qu'on peut retrouver autour d'une table de GDR entre joueurs qui s'envoient des tacles, quoi. C'était un peu comme ça, et j'ai trouvé ça très sympa. Donc beaucoup d'humour, voilà, comme je disais, hein. Beaucoup d'humour dans ce tome, on y retrouve et on en apprend plus sur le chef, aussi un peu, on a l'impression qu'il y a un petit truc qui se développe entre cette guerrière et le chef, on sait pas trop, c'est un peu voilà. Et on va en apprendre aussi un peu sur le lore, pas du monde, mais de la ville dans laquelle ils sont, et il y a des problématiques qui se développent sur tout ce business qui est fait autour du donjon de la mort. On va voir que ça reste quand même un monde très sombre. Et voilà, tome très sympathique. Univers, donc il faut aimer le dark fantasy, mais moi j'adore ça. Donc voilà, je vais vous montrer les petites planches. Ici. Alors c'est un dessin quand même qui est bien différent de celui de l'œuvre principale de Goblin Slayer. Mais chaque mangaka a sa patte, et je trouve que ça a un peu son univers, et j'aime bien. Je trouve que le chef du groupe, donc, ici, est extrêmement classe.
Et donc, c'était le tome 3 de Goblin Slayer Daikatana. Très bon tome. Continuons, passons à la suite. Encore un spin-off d'une série phare. Je parle de Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, tome 2. Donc, tome 2. Oui, et d'ailleurs, du coup, je ferai un rappel tout à l'heure là-dessus, donc, qui est notre deuxième spin-off sur Slime, parce qu'on a Comment vivre chez les monstres aussi, en plus de l'œuvre principale. Du coup, là où on suit trois Sulbarten. Oula, j'aurais du mal à prononcer. Bon, passons des différentes factions, les lycanthropes, les dragonutes et les harpies. Donc c'est encore, on regarde encore sous un œil différent ce qui peut se passer à Tempest. Là, en gros, il y a le pitch de base, c'est un peu comme si donc on a les bestiaux qui c'est non, pas l'Icarion, c'est comment il s'appelle le roi démon des bêtes, je sais plus. Donc, tu as le roi démon des bêtes. Je crois que tout ça se passe quand même avant ce qui se passe dans l'œuvre principale, parce que je vais pas spoiler du coup, mais il y a certains éléments qui sont décrits quand on lit le tome 1, on se rend compte que ça prend quand même le début de ce Carrion, merci. Le début de ce spin-off se passe avant les événements où on en est là du manga, parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore on va dire haut placées, qui ne sont plus censées l'être, enfin qui sont retirées de la scène politique là où on en est, et donc du coup on a donc Carrion qui a envoyé Fausse, donc la lycanthrope, pour représenter les bestiaux. Stella envoyée par Milim, qui est la dragonite, et Nemu envoyée par, comment elle s'appelle, la roi de la harpies. Aide-moi, Inastic, tu l'as sûrement, parce que moi je ne l'ai pas. Faye, je crois que c'est Frey. Et donc Fausse la lycanthrope, Stella la dragonette et Nemu la harpie s'amusent tellement à Tempest qu'elles en oublient presque leur mission secrète. Et bah oui. Ce que je disais pour ceux qui ne connaissaient pas spin-off, c'est qu'elles sont envoyées donc chacun un peu en mode espionnage pour savoir qu'est-ce qui se passe à Tempest. Essayer un peu d'obtenir des petits secrets. Frey, c'est ça. Voilà, j'étais pas loin, Faye. Mais désolé, je m'embrouille un peu avec tous les titres, mais donc il les envoie en espionnage pour un peu donc être à Tempest et ramener des petits secrets, parce que beaucoup de factions sont envieuses de ce qu'a Tempest et de tout le développement qu'ils ont fait. La ville est en pleine croissance. Enfin, il y a plein de choses, et donc ça intrigue, et il y a on a envie un peu faire de l'espionnage industriel, pour dire. Sauf que les trois envoyés sont complètement obnubilés par la ville et se trouvent un peu happés par l'ambiance. Et c'est un peu cette histoire-là que ça raconte. Donc du coup, comme je disais, nos trois protagonistes s'amusent tellement à Tempest qu'elles en oublient presque leur mission secrète. D'un côté, Fausse espère obtenir un cours particulier avec Maître Akuro. Akuro, j'ai peut-être fait super, Haruko. Bon, qu'elle croise Stella. Quand elle croise Stella, elles vont s'entraîner ensemble dans l'espoir d'acquérir une nouvelle technique. Donc Stella, la dragonite. De son côté, Nemu s'endort entre ses livraisons et rencontre par hasard Gabielu. Et puis les trois jeunes filles se retrouvent à un séminaire afin d'apprendre la notion de la monnaie, parce que à Tempest, ils ont introduit, je suis en train de regarder le chat, en fait, je devrais regarder la caméra, je suis désolé, afin d'apprendre donc la notion de monnaie, parce qu'à Tempest, ils ont développé Limul a instauré le système comme dans son ancien monde de la monnaie. Et donc, eux, ils ne connaissent pas, c'est une notion nouvelle pour eux. Du coup, il faut qu'ils apprennent. Voilà, donc c'est un peu tout ce. Et chacun se met, si je dis pas de bêtises, chacun peut trouver le truc qui l'intéressait le plus à Tempest. Fausse, c'est aller dans la garde civile, donc un peu la police. Comment, j'ai oublié son nom. Stella, la dragonute, je crois que c'est la cuisine. Donc elle cherche à apprendre un peu les recettes que l'on trouve à Tempest. Et Nemu, c'est le tissage et les vêtements avec Princesse Shuna. Du coup, quelques petits visuels. Après, je trouve que c'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur
sur le lore de Slime. Donc moi, je suis toujours très friand de tous ces petits spin-offs où on apprend un peu plus sur ce qui se passe aux alentours de Limul. Là, on voit fausse ici. Mettre Akuro, c'est ça, c'était mettre Akuro. Je sais pas pourquoi j'ai Haruko dans la tête. Nemo avec Gabiru. Et enfin, le dernier visuel. Vous inquiétez pas, j'ai gardé en fait le meilleur pour la fin parce que je sais qu'il y a certains tomes qui sont très attendus. Il y a certains tomes qui sont très attendus, notamment le prochain. Donc sans plus attendre, on va y aller direct. Ça fait un moment, je crois que ça va faire, je dirais presque 7 mois que vous l'attendez. Celui-là, c'est le tome 4 de My Happy Marriage. Ça y est, toujours avec des visuels, une couverture absolument magnifique. Et toujours une histoire assez passionnante pour ceux qui sont dedans. Du coup, dans ce tome 4, Mio poursuit son apprentissage des bonnes manières d'une maîtresse de maison respectable avec Azuki, qui est la sœur de Kyoka, pendant que Kyoka continue de combattre les esprits errants tout en se renseignant sur la famille de sa fiancée. Parce qu'il est un peu intrigué avec Mio qui a ses rêves, et il y a un truc un peu intriguant par rapport à ce qui se passe autour de Mio et ce pouvoir qu'elle est censée avoir. Enfin, il y a un peu de mystère. Et donc, mais Mio semble de plus en plus affaibli. Et c'est à ce moment que débarque un jeune homme à l'allure noble qui semble particulièrement bien informé sur elle et sur Kyoka. Hop, j'en dis pas trop parce que ça fait partie du plaisir de découvrir un peu les mystères qui entourent My Happy Marriage. Attends, je vous mets un peu la couverture un peu. Ah ah. Bright Open World, je ne dirai rien. Mes lèvres sont cousues, je n'ai le droit de rien dire. Tant qu'on n'a rien à annoncer, je ne peux rien vous dire. Après, si tu veux glisser un message, s'il y a des gens du commercial qui nous regardent, de l'équipe qui sont connectés, et que tu leur dis qu'un collecteur de My Happy Marriage, ce serait une super bonne idée, peut-être qu'ils t'écouteront, hein, je ne sais pas. Et voilà. Mais de rien, il faudra remercier, je crois que c'est Mathilde de l'édito qui l'a repéré et qui a tout fait pour l'avoir. Et voilà. Je me mouche encore, je suis désolé. Big up à Mathilde, c'est clair. Alors, l'avant-dernier tome de ces nouveautés de janvier. Moi aussi, une série que j'aime beaucoup parce que je trouve ça ultra agréable à lire, c'est tellement chill. C'est Partners 2.0, tome 4. Ah, bah ça me. Bright Open World, ça me dit quelque chose, mais je n'ai pas. On n'a rien annoncé pour l'instant, donc je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas, je ne suis au courant de rien. On ne me dit rien à moi en plus. Voilà, c'est tout. Du coup, Partners 2.0, tome 4. Donc, dans ce tome, Tomoka et Morita vont revenir à leurs bonnes vieilles habitudes et se faire. On commence avec une bonne partie de gaming, de jeux vidéo en ligne. Du coup, une bonne partie de gaming. Ils vont en profiter pour parler chacun de ce qui leur est arrivé dans les tomes précédents. C'est-à-dire, donc il y avait Tomoka qui se faisait draguer par son collègue, l'autre serveur, et Morita qui se faisait draguer par sa boss. Et donc ils ont un peu chacun dit ah je crois qu'il y a machin qui est intéressé par moi. Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas, moi je trouve ça chaud, j'ai pas envie. Les collègues c'est un peu compliqué, ça crée des situations super bizarres après. Voilà donc
Ils vont, prendre la température donc de chacun pour savoir si ça dérange ou pas, la possibilité d'aller voir, ailleurs et tout ça en fait pour finir, d'accord ensemble où en fait ils ont absolument pas envie, ils sont bien leur situation leur convient, pas d'étiquette, vu qu'ils s'amusent bien tous les 2 ensemble, ils ne voient pas pourquoi ils auraient besoin d'aller voir ailleurs. Enfin de et donc ils veulent juste continuer leur, relation moderne, qu'ils font sans prise de tête, mais il y a pas d'interdiction ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est juste pour l'instant pas besoin, pas envie, tout se passe bien comme ça. Donc ils décident de se retrouver, suite à leur partie de gaming, dans un café, puis, de faire une balade nocturne dans un parc. Tomoka va en profiter pour faire une surprise à Murata, enfin de tenter d'épicer le truc, de lui faire peur, mais bon, c'est pas ça petit flop, mais donc voilà, c'est une vraie lecture tranche de vie ce tome. Bah, c'est vraiment on est un peu dans leur, on les observe un peu dans leurs interactions habituelles, ce qui se passe dans leur semaine et c'est mignon, c'est frais, ça fait du bien, et surtout on va apprendre il y a un petit truc important qui se passe dans le tome par rapport à Tokuko, qui est la nouvelle assistance de Murata et ça risque de compliquer les choses. Voilà, c'est tout ce que je dis ce que je dirais par rapport à ça. Du coup, on va montrer des visuels de Partners, bien évidemment sélectionnés avec soin parce qu'il faut faire gaffe. Sinon on va se retrouver dans une situation, compliquée par rapport à Twitch. Voilà, moi je trouve Partner, c'est vraiment une lecture très, très agréable. Ah, je rappelle, interdit aux moins de 16 ans quand même, parce que c'est un peu olé olé, on va dire. Mais c'est, vraiment une tranche de vie, quoi. C'est un peu, on va dire, c'est ah! Et bah, je sais. Je dirais pas son nom, mais la personne qui a sélectionné les visuels m'a un peu essayé de me piéger. Bon et voilà, on s'arrête là. Et donc, on part sur, la dernière nouveauté du mois et pas des moindres parce que c'est la nouvelle série du mois et voici Skeleton Double, tome 1 avec je me permets de montrer quand même, avec sa magnifique couverture, sur le premier tirage qui est en cold foil, donc métallisé, pour ceux qui ne le savaient pas. Enfin pas tout, hein, mais il y a certains endroits, en fait, qui des petites, je vais voir derrière aussi. Très beau tome pour cette, nouvelle sortie. Du coup, alors le pitch de Skeleton Double. Donc on commence, il y a un homme qui meurt mystérieusement devant la gare de Shinjuku, genre mystérieusement, c'est-à-dire que le mec est en train de traverser la route, il se fait empaler, en plein milieu de la route par rien, on ne sait pas, il y a juste un trou qui lui arrive au milieu du bide, il se fait soulever dans les airs et voilà et en fait, il y a un time jump de 8 ans, on se retrouve 8 ans après et en fait on suit son fils qui s'appelle Yodomi Arakawa. C'est vrai qu'on a quand même des choses, qui se retrouvent dans nos séries, hein, Oshinoko, on a Akane Kurokawa et là on a Yodomi Arakawa pour rappeler une certaine autrice, heu, pas du tout connue chez nous, hein, juste comme ça. Mais donc on retrouve son fils 8 ans plus tard, Yodomi Arakawa, qui on voit qu'il traverse la vie un peu sans trop la vivre. C'est-à-dire que c'est un peu une coquille vide. Il y a ce qui s'est passé par rapport à son père là, qui s'est fait empaler, en plein milieu de Shinjuku et qui s'est retrouvé à 3 mètres au-dessus du sol. Ça l'a un peu choqué, ce qui est compréhensible et il a un peu fait la paix avec ce qui s'est passé, mais il a pas d'envie, pas d'objectif, pas de passion, rien ne semble vraiment, rien ne semble l'animer. Donc un jour, bah, il rentre chez lui et reçoit un colis au nom de son père, donc Arakawa, et il y trouve un crâne qui se met à parler. Et ce crâne s'appelle Yamamoto et lui annonce que maintenant il obtient des pouvoirs il obtient des pouvoirs et qu'il devient un skeleton. Et s'ensuit tout un questionnement sur que faire avec ses pouvoirs, surtout l'invisibilité, savoir que les pouvoirs, il peut devenir invisible, il a de la régénérescence, donc il peut se guérir, de la guérison, et il peut décupler sa force en créant des fibres musculaires en fait sur son corps et des particules d'os. Et
Et donc d'ailleurs, ce que vous voyez sur la couve, là, l'espèce de tache de peinture, c'est un peu ce qui est fait. Il reste 8 minutes. Très bien. Et ben je me dépêche. Et ben au pire, c'est pas grave, je l'annoncerai un peu après. Et les gens l'auront en live et ce sera déjà sur Instagram. Et restez sur le live pour regarder. Du coup, il va. J'en étais où maintenant? Ensuite, tout un questionnement par rapport à ses pouvoirs. Et donc, il va rencontrer d'autres skeletons double qui se sont lancés à sa poursuite, mais surtout à la poursuite de Yamamoto, donc qui est le crâne qu'il a trouvé. D'autres l'aideront, mais surtout, Yamamoto lui avoue que c'est lui le responsable de la mort de son père. C'est lui, à cause de lui, que son père il s'est fait empaler et soulever au-dessus du passage piéton. Donc pourquoi a-t-il cherché à contacter Yodomi? Pourquoi lui donner des pouvoirs de skeleton? Qu'est-ce qu'un skeleton? Beaucoup de questions en suspens. Et voilà. Voilà pour ce tome 1. Franchement, c'est une bonne lecture. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous montre du coup, parce qu'on me met la pression derrière sur le chat. Je monte quelques planches rapidos. Voilà, bah ça c'est le papa en question qui se fait empaler et qui se retrouve au-dessus du vide. Le fameux crâne en question. Non, là, je me gourre. Là, il commence à avoir des ongles un peu chelous, des pouvoirs. Voilà, quand il apprend qu'il devient invisible. Ah bah, je te montrerai le résultat juste après du paper toy. Et voilà. C'est donc tout. Du coup, il faut que je me dépêche. J'irai à mon rythme. Je m'en fous. Du coup, oui. Bah alors, je me suis entendu parler d'une conversation peut-être parce que JJK c'est peut-être encore plus sombre. Je dirais Ajin peut-être. Mais du coup, on va passer au Kuro Game pour gagner 5 mangas. Du coup, comme je l'ai expliqué, il faut suivre. Je vais vous poser une question à l'oral. Vous allez répondre quelque chose dans le chat. Pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne. Et du coup, surveillez bien. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Surveillez bien vos chuchotements, donc vos messages privés sur Twitch, parce qu'on vous contactera ce soir ou demain pour gagner 5 mangas. Du coup, la question c'est, je vais faire un rappel aussi des 4 séries en question, mais quelle nouvelle série Kuro annoncée attendez-vous le plus et pourquoi? Pour rappel, on a annoncé 4 séries pour ce début d'année, qui sont donc Skeleton Double, Ramen Akaneko, Le Goût des fraises et Les Chroniques de la mariée de Bretagne. 5 mangas de votre choix. Du coup, je répète la question, quelle nouvelle série Kuro annoncée attendez-vous le plus et pourquoi? Du coup, il n'y a pas de mauvaise réponse, on sélectionnera un gagnant. Je rappelle que les 4 séries sont peut-être que... Oula. Eh ben, il est tard, ils ont éteint la lumière en haut. J'ai plus que les LED qui m'éclairent. Du coup, je rappelle les 4 séries, Skeleton Double, Ramen Akaneko, Le Goût des fraises et Les Chroniques de la mariée de Bretagne. Bretagne. Je suis d'accord. Mariée de Bretagne, moi aussi, me tente un peu, parce que ça va être dans la lignée de Vinland Saga, je pense, sur ces histoires de manga historique un peu. Skeleton Double, qui est quand même un très bon manga. Pour nos amis bretons, Les Chroniques de la mariée de Bretagne. Un manga qui se passe en France et en Bretagne, quand même. C'est quand même fou. Du coup, on passe à la suite. Je fais un petit rappel sur l'opération de janvier. Du coup, pour l'achat d'un manga Slime ou d'un manga Goblin, enfin, en gros, il faut acheter 2 mangas. Et s'il y en a un dans ces 2 mangas qui a un manga Slime ou un manga Goblin, vous pouvez avoir les bagues de téléphone que voici. Je vais peut-être vous les montrer. Hop. Ici. Voilà. Hop, on dirait des préservatifs comme ça, mais ce sont des bagues de téléphone.
Du coup, voilà la bague slime. Donc il y a un collant à détacher derrière pour mettre sur votre téléphone. Et comme ça, vous cassez plus votre téléphone, vous le tenez, hop, et ça tient tout seul. C'est pas des badges, c'est des bagues. Bah si, on appelle ça des bagues de téléphone. Moi, on appelle ça. J'écoute mon service commercial qui appelle ça des bagues de téléphone. Quel est le terme technique du coup? Ah, pardon, c'est pas dans le bon sens. Est-ce que ça va faire le focus? Est-ce que je fais comme une hop, tac, et le petit Gollum qui est très sympa. Voilà pour le petit rappel de l'opération de janvier. Donc pour l'achat de 2 tomes Kurokawa, donc il faut qu'un de ces tomes soit Goblin, soit Slime. Ça marche pour les spin-offs. Du coup, si vous n'avez pas, il y a 2 spin-offs, il y a un spin-off Goblin et un spin-off Slime qui sort ce mois-ci. Vous pouvez avoir les bagues de téléphone. Anneaux de support ou bagues. Okay. Du coup, hop, le deuxième petit rappel, le Paper Toy. Donc, aujourd'hui sort Skeleton Double. Pour l'achat d'un tonne de Skeleton Double, vous obtenez un Paper Toy que j'ai fait avec amour, qui est le crâne de Yamato. C'est Yamato, hein. Oui, Yamato. Yamamoto, pardon. J'ai oublié un. Le crâne, le fameux Paper Toy à la fin, qui vous fait un petit objet de déco sympa pour Skeleton. Voilà. Normalement, on vous sortira sur TikTok et probablement en Reels et Instagram. J'ai fait une vidéo où je le monte. Comme ça, vous pouvez voir un peu. Je vais le faire tomber. Comment ça se passe? Tac. Ouais. Petite annonce par rapport au goût des fraises. Il y aura aussi une prime à l'achat pour le goût des fraises. Donc, le goût des fraises qui sortira le 8 février, comme Ramen à Kaneko. Donc, à savoir, donc ça, on l'a pas dit, mais dans le goût des fraises, il y aura une planche. Donc ça fait pas partie de la prime à l'achat. Ça sera dans le tome 1. Une planche brodée directement dans le tome avec des stickers. Du coup, les vignettes du bas, que vous voyez, les petites vignettes marrantes pour le goût des qui ont un design un peu plus enfantin, ce sont des vignettes qui étaient destinées à la base, enfin c'est des stickers qui étaient créés pour le line japonais, donc pas dispo dans d'autres pays. Et c'est une exclue qu'on a obtenue pour vous, pour nos lecteurs. Donc les stickers du bas sont une exclue, donc ça sera déjà dans le tome 1. Et au début, il y aura une prime à l'achat où vous aurez un sachet de graines de fraises pour refaire vos fraisiers. Voilà. C'est assez drôle. J'espère que vous avez la main verte. Moi, c'est pas mon cas. Du coup, j'essaierai, mais j'ai un peu d'espoir. Voilà, voilà. Du coup, ce sera le packaging pour le goût des fraises. Et maintenant, on part. J'ai pas fait. Ah, j'ai oublié de faire une slide. Bon, je le dirai. Et maintenant, on passe à l'annonce. Donc, annonce de nouvelle série pour avril, qui est She's Beautiful, qui sortira le 11 avril 2024. Donc She's Beautiful, c'est un drame thriller avec intrigue basé sur la perte de mémoire. Donc je ne sais pas ceux qui connaissent. Donc pour vous poser le cadre, dans un monde futuriste, mais qui reste proche du nôtre. Donc ça ressemble quand même à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est un peu plus dans le futur. On suit une héroïne qui est élevée dans une infrastructure qui élève des petites filles en leur inculquant toutes sortes de connaissances, et c'est un peu un système élitiste. Donc on leur apprend plein de trucs dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique, etc. Et puis après, quand elles arrivent à l'âge de 10 ans, on les répartit dans des catégories différentes selon leurs compétences. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus fort dans les matières scientifiques sera une scientifique, une ingénieuse, autre chose. Quelqu'un qui est plus doué dans les arts sera plus... Voilà, donc une fois qu'on voit où est-ce qu'elles sont les plus expérimentées, où elles ont le plus d'affinité, avec quel type de on les sépare en fonction de là où elles sont le plus fortes. Et du coup, la veille de ses 10 ans, l'héroïne qu'on suit, elle s'endort aux côtés de sa meilleure amie. Mais quand elle se réveille, en gros, elle se réveille et 14 années se sont passées entre le moment où elle s'est endormie et le moment où elle se réveille.
et elle se souvient de rien. Donc une de ses camarades est avec elle, une de ses camarades de classe dont elle se souvient, et lui explique qu'elles ne sont plus dans l'infrastructure et que l'héroïne perd la mémoire dès qu'elle s'endort. Donc c'est-à-dire que ça fait 14 ans qu'elle passe une journée, elle s'endort, elle se souvient de rien, et hop, ça continue comme ça. L'héroïne n'a qu'une seule idée en tête, c'est retrouver sa meilleure amie, parce que sa meilleure amie, la personne avec qui elle se réveille à ce moment-là, c'est une personne qu'elle connaissait de l'infrastructure, mais c'était pas sa meilleure amie. Et il y a un peu un truc bizarre autour de tout ça. Donc, sa seule idée, c'est de retrouver cette meilleure amie. Au cours de ses recherches, elle sent que certaines choses clochent et elle se méfie de la camarade en question avec laquelle elle se réveille 14 ans plus tard. Du coup, elle se crée des notes pour elle-même à chaque fois qu'elle s'endort, pour quand elle se réveille, qu'elle est tout en tête. Et pour s'en rappeler le lendemain. Voilà, ce sera She's Beautiful qui sortira le 11 avril 2024. Et il y avait une autre annonce, du coup, et j'ai complètement oublié de faire la slide, mais c'est une annonce, c'est pas une annonce de nouvelle série, c'est une annonce de collector. Alors parce que il y a eu des petites rumeurs qui sont sorties, parce qu'on a le tome 10 d'Oshinoko qui sort le 8 février, mais il n'y a pas de collector sur le tome 10 d'Oshinoko. Mais il y aura un collector sur le tome 11 d'Oshinoko qui sort en mai. Voilà. Du coup, pour ceux qui attendaient un collector sur Oshinoko, il y aura, du coup, ça fait une nouvelle série en avril et le collector sur le tome 11 d'Oshinoko, je crois que c'est le 7 mai. Je crois que c'est en mai. Mais je me trompe peut-être et je m'avance et peut-être que j'ai pas du tout le droit de dire une date et je suis complètement en train. Je crée un problème absolument diplomatique. Mais en tout cas, il y aura une édition collector pour le tome 11 d'Oshinoko, qui a une couverture très belle déjà à la base. Comme j'ai dit, je ne sais pas encore ce qu'il contiendra. C'est pour ça aussi que j'ai pas d'usage à vous donner. Mais dès qu'on le sait, on vous en fera part. Comme j'ai dit, je n'ai rien à annoncer pour Happy Mariage. Pour l'instant, pour le dernier tome de FMA, je n'ai rien à annoncer encore non plus. Après, l'année n'est pas terminée. Hein. Du coup, ouais. Bah alors, ce que j'ai le droit de dire, c'est confirmé pour un tome, le collector du tome 11, mais j'ai pas de date encore à donner pour pour la date de sortie. Alors, je suis pas sûr, mais en tout cas, tome 11, généralement, c'est 3 mois, 3-4 mois après, hein, mais tome 11, on aura un collector. Je ne sais pas encore le contenu du collector. J'ai eu le droit de donner la news là. Je n'ai pas le contenu, mais c'est sûr qu'on aura un collector pour ce tome 11. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc désolé, c'était un peu plus chill que d'habitude. J'étais un peu plus lent. Hein. Je suis un peu malade et ce problème d'internet là, pas possible. J'ai pas prévu de slide FAQ, mais je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Là, c'est le début d'année, donc j'attends de voir un peu tout ce qui se passe. On vous prévoit plein de petites bonnes choses, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour être en forme pour demain, parce que demain il faut retourner au travail et puis après on fera un prochain live fin janvier. Et puis là on enchaîne. Là. Chaque mois il y a une nouveauté qui sort jusqu'au mois de mars, si je ne me trompe pas. Du coup jusqu'au mois d'avril maintenant avec She's Beautiful. Donc voilà. Et donc on se retrouve pour les lives de nouveautés le 8 février. 8 février ou 6 février, à voir, mais probablement 8 février, donc la semaine du 6 au 8 février, la semaine où sortent les prochains titres. Qu'est-ce qu'on a au mois de février? On a le tome 13 de 008 Apprenti Espion, le tome 23 de la saison 6 d'Hippo, le tome 22 des Héros de la Galaxie, qui est une couve magnifique, le tome 19 d'Ultraman, le tome 8 de Call of the Night, le tome 10 d'Oshinoko, le tome 3 de Tsugai, le tome 1 du Goût des Fraises et le tome 1 de Ramen Akaneko. Voilà. Du coup, j'espère que les annonces vous ont plu. Moi, le titre She's Beautiful me hype assez. Tout ce genre d'histoire un peu thriller, drame psychologique, ça me chauffe bien. Donc, j'attends de voir avec impatience. Je le lirai probablement à l'avance pour pouvoir vous le pitcher rapidement.
Et voilà, donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Prenez soin de vous, bonne année encore et faites attention à vous, il fait froid cette semaine. Donc faites pas comme moi, sortez pas les cheveux mouillés. Voilà. Bonne soirée, ciao ciao. Bye bye.